Bonjour, moi je suis Lamia Essemlali, je suis présidente de Sea Shepherd France et je suis co-directrice de Sea Shepherd Global. Sea Shepherd, c'est une ONG de défense de l'océan qui est spécialisée dans la lutte contre le braconnage, la pêche illégale, mais aussi contre la surpêche, la pollution, le changement climatique qui affecte le milieu marin. Et voilà, donc elle a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, qui est un des cofondateurs de Greenpeace. Et au départ, c'est resté très petit pendant très longtemps. Et sur les 10 dernières années, ça s'est pas mal développé. Donc moi, j'ai rejoint l'organisation en 2005, suite à ma rencontre avec le capitaine Watson à Paris. Et quand j'ai rejoint, on avait un seul bateau et un budget d'à peine 1 million de dollars. On arrivait à faire 2 campagnes par an. Et aujourd'hui, on a une flotte d'une dizaine de navires et on fait environ 25 campagnes par an. Alors, c'est vrai que vraiment le modus operandi de Sea Shepherd, c'est l'action, c'est l'intervention, c'est de pas se limiter uniquement à la protestation et à la dénonciation de ce qui peut se passer, notamment en mer. L'ONG s'est beaucoup fait connaître, notamment pour ses faits d'armes dans les années 80 et jusque dans les années 90 parce que il y a plusieurs baleiniers qui ont été coulés à quai, donc des baleiniers illégaux. Il y a eu des éperonnages en mer, donc des actions très coup de poing. Je précise quand même qu'on n'a jamais blessé personne et que pour ce qui est de l'intervention, en tout cas, ça a toujours été dans le cadre d'opérations de pêche illégales, du braconnage, jamais dans le cadre d'opérations de pêche légale. Donc sur la pêche légale, mais qui est pas durable, qui est pas admissible, qui n'est pas morale. Là, on est plutôt dans des stratégies de lanceurs d'alerte. Donc, on va faire comment dire, oui, c'est ça, de la sensibilisation, braquer des projecteurs sur des choses qui sont très peu connues du grand public et qui doivent évoluer, pour lesquelles la législation doit évoluer. Donc, un cas d'école, pour le coup, là, c'est la question des captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, qui est une de nos campagnes majeures au niveau national, mais aussi au niveau international. On est typiquement dans un cas de figure où on a affaire à des pratiques de pêche qui sont légales, mais qui sont pas du tout sélectives, pas du tout durables, pas du tout éthiques, puisque elles entraînent une hécatombe au niveau des espèces protégées, notamment des espèces charismatiques porte-drapeau, on va dire, comme les dauphins. Alors, pour ce qui est des dauphins, si je dois recentraliser vraiment sur le cas français et dans le golfe de Gascogne, moi, j'ai personnellement, en tout cas, été alertée sur le sujet en 2017 suite à la publication d'un communiqué de presse de l'Observatoire scientifique Pélagis qui alertait sur le fait que, selon leurs estimations, il y avait environ 3500 dauphins qui étaient tués chaque année sur la façade atlantique française. 3500 dauphins, c'est déjà très au-dessus de ce que la population de dauphins du golfe de Gascogne peut supporter. Alors, il y a des débats sur les estimations, combien est-ce qu'il y a de dauphins dans le golfe de Gascogne. On parle d'environ 180 000 individus, sachant qu'il y a aussi une portion qui est résidente et des dauphins qui eux migrent, qui passent pas forcément toute l'année sur la zone. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis les années 2000, il y aurait environ plus de 60 000 dauphins qui ont été tués. Les chiffres ne font qu'augmenter depuis 2016, où là, d'une année sur l'autre, on bat le record de l'année précédente. Pour 2019, qui sont les derniers chiffres avérés, on a une estimation qui est de l'ordre de 11 000 dauphins.
pour à peu près 1200 qui ont été retrouvés sur les plages. Parce qu'il faut savoir qu'on parle des cadavres retrouvés sur les plages, les cadavres mutilés, ça se voit plus ou moins, hein. Il y en a sur lesquels c'est flagrant parce qu'il y a des, comment dire, parce que les corps sont très abîmés, parce qu'on voit qu'il y a des, comment dire, il y a des cicatrices, on voit que les filets sont rentrés dans la chair parce que le dauphin essaye de se libérer. Et il y en a d'autres pour lesquels ça se voit pas forcément, mais par contre ça se voit à l'autopsie parce que les poumons sont littéralement effondrés sur eux-mêmes, puisque en fait les dauphins sont des mammifères, hein, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Et quand ils sont coincés dans les filets, ils s'asphyxient et ils meurent de ce que les scientifiques appellent l'agonie en profondeur. Donc c'est les vaisseaux sanguins des poumons qui explosent littéralement, et c'est une mort atroce, très longue, très douloureuse. Et bref, du coup, en fait, nous, on est très, très inquiets par rapport à ça parce que, d'une part, le taux de mortalité est beaucoup trop important pour l'espèce. Il faut savoir que les dauphins sont au sommet de la chaîne alimentaire et donc ils n'ont pas, a priori, d'autres prédateurs. Dans des cas très rares, il y a des orques, mais bon, dans le golfe de Gascogne, on n'a pas beaucoup d'orques. Et en fait, on a tendance à se dire, bon, bah, puisqu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils n'ont pas d'autres menaces, donc à la limite, c'est peut-être moins grave. Et en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient au sommet de la chaîne alimentaire, ça veut dire que, en gros, la nature, entre guillemets, n'a pas prévu qu'ils soient tués dans ces proportions-là. Donc, les dauphins ont très peu de petits. Ils ont un temps de gestation qui est extrêmement long. La femelle dauphin, elle porte son petit pendant 11 mois. Voilà, une maturité sexuelle qui est très tardive. Donc, on n'est pas sur des espèces comme les espèces de poissons-proies, par exemple, qui, eux, vont pondre des millions d'œufs avec une maturité sexuelle très précoce. Voilà, comment dire, un taux de reproduction extrêmement fort pour compenser justement le fait que c'est une espèce proie. Et donc, c'est ce qui fait que des espèces comme les dauphins, les requins, les phoques, bon, globalement les mammifères marins aussi, en général, sont particulièrement vulnérables à la surpêche et aux captures. Et en fait, on a des situations où eh ben, les populations de dauphins ne se remettent pas d'épisodes de surpêche. Et ça, c'est très inquiétant pour les dauphins. En même temps, on a affaire à une espèce clé de voûte. Donc, c'est quoi une espèce clé de voûte? C'est une espèce qui tient une place particulière dans l'écosystème marin. C'est-à-dire que si vous retirez cette espèce, ben, vous avez un effondrement en cascade de la biodiversité. Donc, c'est le cas pour les dauphins, c'est le cas pour les requins. D'une manière générale, c'est le cas pour les prédateurs, puisqu'en fait, ils sont en quelque sorte les gendarmes de l'écosystème, et c'est eux qui maintiennent à l'équilibre les échelons du dessous. Et quand vous décapitez comme ça l'écosystème, et ben, du coup, ça crée un désordre dans tous les étages du dessous, et en fait, on arrive à ce qu'on appelle l'effondrement en cascade de la biodiversité, avec un appauvrissement général de l'écosystème. Et c'est pour ça que les pêcheurs qui considèrent encore aujourd'hui que les dauphins ou que les phoques sont des compétiteurs ou qui sont en surnombre, bah, ces pêcheurs-là connaissent très mal le fonctionnement de l'écosystème marin, parce qu'en fait, au contraire, la présence de dauphins, de phoques et de prédateurs en général montre qu'on a un écosystème en bonne santé, et ils sont les plus grands garants de la présence des poissons, et de poissons non seulement en nombre, mais aussi en diversité. Et donc là, il y a un gros défaut de formation dans les lycées maritimes, parce que quand on est pêcheur aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas connaître, de ne pas comprendre comment fonctionne l'écosystème marin. Donc sur cette question des dauphins, pour en revenir là-dessus, nous, on pense qu'en fait, vraiment, là, on est sur un sujet qui est fondamental, parce que on est face à une espèce qui est charismatique, qui a vraiment un capital sympathie important. À peu près tout le monde aime les dauphins. Et on est sur une problématique où ils sont en train de mourir par milliers sur le pas de notre porte, chez nous. Et tous ceux qui mangent du poisson sans se poser la question de savoir d'où il vient, comment il a été pêché, sont souvent, malgré eux, hein, sans le savoir, complices de ça. Et si on n'arrive pas à faire bouger les lignes sur une problématique comme celle-là, qui concerne une espèce qui est autant aimée, et qui se joue, un enjeu qui se joue vraiment sur le pas de notre porte, c'est pas quelque chose qui est à l'autre bout du monde. Bon, si on n'arrive pas à gagner cette bataille-là, je pense qu'on a perdu la bataille de l'océan, et
Et voilà, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, si l'océan meurt, nous mourrons. Très clairement, on ne survivra pas sur cette planète avec un océan mort. L'océan, c'est le premier organe de régulation du climat, c'est le plus grand fournisseur d'oxygène et c'est le premier puits de carbone. Donc, on nous parle beaucoup de changement climatique. En fait, on ne peut pas aborder la question du changement climatique sans parler de la bonne santé de l'océan. La bonne santé de l'océan, c'est une vie marine diversifiée et résiliente. Donc voilà. Donc c'est un peu cette bataille pour les dauphins là dans le golfe de Gascogne, c'est un peu la ligne rouge et le combat qu'on ne peut pas se permettre de perdre parce que si on perd celui-là, on perdra tous les autres. Ouais, alors Seaspiracy, c'est un documentaire donc, qui est diffusé sur Netflix depuis quelques mois maintenant, qui met l'accent sur la première menace qui pèse sur l'océan aujourd'hui, qui est la pêche. Voilà, c'est la pêche. On parle beaucoup aussi de changement climatique, on parle beaucoup de pollution plastique, euh, et on a tendance à oublier que la première menace, c'est vraiment la pêche. Et donc, Seaspiracy remet un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là. Donc, la pollution plastique, c'est un vrai problème. Pollution chimique aussi, trafic maritime. Voilà, malheureusement, il y a plein de choses qui atteignent l'intégrité de l'océan. Mais la première, c'est le poisson qui est dans nos assiettes. Voilà. Et donc, effectivement, ça n'a pas vraiment de sens de se dire, bah, moi, j'arrête de boire avec des pailles en plastique. Et j'arrête de me balader avec mon sac en plastique en allant faire les courses, mais de continuer à manger du poisson régulièrement, sans se poser de questions, de savoir d'où il vient, ça a absolument aucun sens. Sachant en plus que 70% des macrodéchets flottants sont en fait des résidus d'engins de pêche. Et la pêche aujourd'hui, bah voilà, on est en train littéralement de vider l'océan avec un vrai déficit dans la prise de conscience. Quand on voit par exemple qu'un organisme comme l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, fait des recommandations qui sont de manger 2 portions de poisson par semaine et par habitant. En fait, si on applique ça à l'ensemble de la population de la planète, on atteint le double de ce que l'océan contient en poisson. Et donc voilà, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des méthodes de pêche de plus en plus sophistiquées, de dépenser de plus en plus d'argent, d'aller de plus en plus loin, pêcher de plus en plus profond, pour avoir des poissons qui sont de plus en plus petits, de moins en moins nombreux. Tout ça pour répondre à une demande en poissons qui, elle, par contre, ne fait qu'augmenter. Donc voilà, Seaspiracy met les projecteurs là-dessus. Il y a un phénomène qui est certain depuis ces dernières années, c'est qu'il y a quand même une amorce de prise de conscience quand même dans l'opinion. Et donc, de plus en plus de gens qui se disent, bon, ben, je vois bien que ça va pas, mais moi, j'ai envie de continuer à manger du poisson, mais j'ai envie de le faire en me disant que je contribue pas à détruire l'océan. Et donc, bah, là, il y a une vraie niche marketing qui s'est créé. Les labels de pêche durable se sont engouffrés là-dedans. Donc le plus connu, c'est le label MSC, le Marine Stewardship Council. Mais il y en a d'autres. Et dans Seaspiracy, on parle notamment du label américain Dolphin Safe, puisqu'en fait, donc c'est un label qui certifie que la boîte de thon que vous achetez, en fait, est pas liée à des massacres de dauphins, parce qu'il y a beaucoup de bycatch, donc de capture de dauphins sur les pêcheries tonnières. Parce que les dauphins en fait ont l'habitude de nager, d'évoluer avec les thons, et donc bah voilà, quand les thoniers seineurs arrivent, ils ouvrent la Seine et en fait ils prennent tout, et souvent il y a beaucoup de dauphins qui meurent à cause de la pêche au thon. Dans l'océan Indien, c'est absolument catastrophique. On est sur une extermination de près de 90% de la population de dauphins sur l'océan Indien sur les 25 dernières années, du fait de la pêche au thon. Voilà. Donc, Seaspiracy décortique un petit peu ça, les labels. Alors, est-ce que effectivement, vous pouvez faire confiance à ces labels ou pas? Donc, bon, c'est assez intéressant parce que du coup, voilà, ils vont à la rencontre des représentants de ces labels et puis ils leur posent clairement des questions qui sont hyper simples en fait, et du bon sens. Enfin, il suffit de voir en fait les réponses. Pour se faire une opinion. Nous, on avait filmé dans le golfe de Gascogne justement un navire-usine, un super trawler, le Annie Lina, qui est un navire-usine allemand, qui pêchait dans le golfe de Gascogne, et dans son sillage, il y avait des milliers de poissons morts qu'il avait rejetés à la mer. Et ce navire-usine qui fait, je sais plus, 80 mètres, je crois, donc bon gros navire-usine, il est labellisé MSC. Voilà, donc les labels pêche durable, très clairement, c'est une escroquerie. C'est juste le moyen
de continuer, enfin de séduire un certain public, voilà, qui a envie de manger du poisson sans mauvaise conscience. Ouais, alors en fait, nous sur les bateaux de Sea Shepherd sont devenus véganes, au début des années 2000. Et en fait, bah, ça s'est fait de façon assez naturelle parce que quand on part du constat que voilà, qu'on est trop nombreux sur cette planète pour manger du poisson, qu'il y a suffisamment de poissons pour nourrir les gens qui en ont un besoin vital, mais il n'y en a pas suffisamment pour nourrir tous ceux qui pourraient très bien s'en passer. En fait, le problème, il est là, hein. Le problème, c'est pas du tout la pêche de subsistance, hein. La pêche de subsistance, elle ne met pas du tout en péril l'équilibre des écosystèmes marins. C'est vraiment, voilà, c'est la pêche de complaisance commerciale, la pêche illégale qui pose problème. Et donc, bref, du coup, les bateaux sont devenus véganes. Tout en acceptant évidemment tout le monde, hein. Moi d'ailleurs, quand j'ai rejoint les bateaux de Sea Shepherd en 2005, à l'époque, je mangeais de la viande et du poisson, hein. Et pourtant, j'avais une conscience écologique et j'aimais les animaux, mais j'avais pas encore fait la transition. Et j'ai découvert en fait l'alimentation végétalienne sur les bateaux de Sea Shepherd. Et pour moi, ça a été une très très grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il existe en fait un univers culinaire aussi varié. Enfin, je peux vous dire que ouais, les mois passés en Antarctique, il fallait assurer physiquement. Et donc, en fait, on a commencé à sortir quelques bouquins de recettes véganes. Il y en a 2 qui sont sortis à l'heure actuelle. Ils sont en anglais. Et là, on travaille avec certains cuistots de Sea Shepherd francophones pour faire un bouquin de recettes Sea Shepherd en français. Et on commence doucement, hein, c'est vraiment tout nouveau, à développer des ateliers de cuisine végane avec des chefs cuistots de Sea Shepherd. Alors, le meilleur moyen de nous soutenir, en fait, le plus efficace, finalement, le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan, c'est de vous demander si le poisson qui est dans votre assiette, il serait pas mieux dans l'océan. Voilà, si vous n'avez pas un besoin vital de ce poisson-là, clairement, pour nous aider, laissez-le dans l'océan. Et puis, bah, sinon, vous pouvez soutenir en faisant un don, hein, parce que nous, on est complètement, pour le coup, indépendant des États. On n'a pas du tout de subvention publique. C'est ce qui nous permet d'être complètement libre, à la fois en liberté de parole et en liberté d'action. Donc, on choisit vraiment les enjeux sur lesquels on veut agir en fonction de l'urgence et de l'efficacité qu'on peut avoir et pas en fonction des subventions qu'on pourrait éventuellement nous couper. Donc ça, c'est très important de nous soutenir en faisant un don. C'est notre meilleure force. D'ailleurs, pour l'essentiel, ce sont des petits dons qui nous permettent de maintenir nos bateaux à flot, hein. Donc c'est des gens qui font des dons, des petits dons mensuels de 5, 10, 15, 20 euros par mois. Et en fait, ça, c'est vraiment ouais, le gage de notre indépendance et de notre réactivité. Voilà. Et puis après, diffuser des informations sur bah, les enjeux sur lesquels on travaille. Nous, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a un site internet qui est en train d'être refait, qui va être beaucoup plus complet et plus simple, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, on a une histoire qui est très, très longue et c'est intéressant pour nous aussi de pouvoir communiquer sur tout ce qui a été fait par le passé. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi rejoindre l'émission. Alors ça, c'est en fonction aussi des possibilités de chacun. Soit partir en mer, soit rejoindre un groupe local près de chez vous et faire des actions du coup près de chez vous. Eh ben, c'est vrai que pour le coup, tu mets le doigt sur, je crois la seule action qu'on fait qui est pas, vraiment, dans les clous au niveau légal parce qu'effectivement, c'est interdit de montrer des dauphins, de transporter des dauphins, parce que c'est une espèce protégée et donc on a déjà été mis en garde à vue par le passé à cause de ça. On assume complètement, la chose, hein. S'il faut que ça aille plus loin, ça ira plus loin. D'ailleurs, on a voulu nous faire des rappels à la loi sur ce sujet. On a refusé de signer un rappel à la loi pour la simple et bonne raison qu'on connaît très bien la loi et que la loi, elle est censée justement, protéger les dauphins et donc
donc là, on tire sur les lanceurs d'alerte, alors qu'il faudrait plutôt poursuivre tous les pêcheurs qui font pas leur déclaration de capture, hein, parce qu'ils déclarent pas les captures, alors que c'est une obligation réglementaire. Mais donc, pour l'instant, on n'a jamais été dans le cas de figure où vraiment, ça serait utile d'avoir beaucoup de gens qui arrivent sur une opération comme celle-là. Celle qui a été la plus tendue, c'est celle qu'on a faite en début d'année devant l'Assemblée nationale, où là, la police nous a retenus pendant plus de 4 heures. Moi, j'ai été entendue en audition libre, hein, c'était pas une garde à vue, mais voilà, on a tous été verbalisés, donc on va pas payer les amendes, c'est hors de question qu'on paye les amendes. Mais voilà, là c'était un petit peu tendu. Pour l'instant, c'est jamais allé plus loin que ça. Et nous, enfin, vraiment pour moi, il n'y a pas de crainte par rapport à ça. C'est-à-dire que si ça devait aller plus loin, si on devait aller au tribunal, ça serait très bien. Même, je le souhaite en fait, parce que ça permettrait d'offrir une tribune à ce sujet et de pointer du doigt encore plus la France qui ne respecte pas ses obligations, puisque la France a une obligation de protection des dauphins, et elle a été d'ailleurs condamnée par le tribunal administratif suite à une plainte que nous avons déposée. Elle a été mise en demeure par la Commission européenne. Voilà, bon, et elle se permet d'arrêter les lanceurs d'alerte qui interpellent le grand public sur le sujet. Donc voilà. Donc nous, on assume ça complètement. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'on va faire sur le dossier des éoliennes, mais les éoliennes en mer, ça va être un très très gros sujet. Nous, on commence à travailler dessus depuis quelques semaines, et je pense qu'on communiquera bientôt, parce que pour le coup, il va falloir qu'il y ait une grosse mobilisation, je pense, de l'opinion publique sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est un peu épineux parce qu'on nous a quand même vachement fait rentrer dans la tête que les éoliennes égale écologie. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est non seulement pas écologique, mais en plus c'est une grosse menace sur la biodiversité, particulièrement sur la biodiversité marine, puisque là pour le coup c'est notre sujet. Qu'en termes d'énergie, ça ne remplit pas ses promesses, et qu'en termes économiques, ça n'a absolument aucun sens. Et très clairement, l'opinion publique est très très loin de mesurer en fait les tenants et les aboutissants qu'il y a sur les éoliennes. Et donc c'est un sujet sur lequel je pense que voilà, il va falloir mobiliser beaucoup de gens. Donc on communiquera dessus quand on sera prêt. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce sujet éolienne aussi, c'est que ça permet étrangement un rapprochement aussi entre Sea Shepherd et certains pêcheurs qui sont aussi opposés à l'implantation d'éoliennes en mer. Principalement parce qu'ils veulent préserver certaines zones de pêche, mais aussi parce qu'ils ont conscience de l'impact que ça va avoir sur la vie marine. Donc nous, notre objectif, il n'est pas de préserver la pêche, mais on fait la différence quand même entre une pêche qui est sélective et limitée, et l'impact que pourrait avoir tout un champ d'éoliennes sur une zone près de zones Natura 2000, ou des zones où on a quand même, ils ont obtenu des dérogations pour des destructions d'espèces protégées, et notamment des espèces en danger critique d'extinction. Donc là, ça serait catastrophique. Donc sur ces points-là, on arrive à se retrouver avec certains pêcheurs, et c'est pas plus mal, parce que du coup, ça permet aussi d'instaurer un certain dialogue qui est, je pense, plus productif que de se braquer et de pas du tout discuter, puisque si on veut réussir à sauver l'océan, il va falloir qu'on arrive quand même à discuter avec tous ceux qui sont sur l'eau. Justice, transparence, oui, tout ça. En fait, quand on est amené en tant que citoyen à prendre des décisions, à voter ou à soutenir tel ou tel projet, l'exemple des éoliennes par exemple, typiquement, on est en plein dedans. Il faut qu'on ait accès à l'information, il faut qu'on sache vraiment de quoi il en retourne. Et il faut qu'on accepte aussi un monde plus égalitaire. Donc mais tout ça, c'est lié en fait, la justice sociale, justice environnementale, l'accès à l'information, avoir des citoyens qui soient éclairés, ça va ensemble. Alors, on n'y est pas tout à fait encore, hein, même loin de là. Pour le coup, ça serait le vrai monde d'après, mais là, on est encore dans le monde d'avant. Hein. Je pense que tout se résume en fait
à la notion de justice. Je pense que dans la notion de justice, à partir de là, tu peux dérouler tout le reste. Donc, justice entre nous, êtres humains, justice avec le reste du vivant, avec le monde qui nous entoure. Moi, à titre personnel, ce qui m'a toujours motivée, ce qui a toujours été mon moteur, c'est vraiment une intolérance profonde pour l'injustice, quelle que soit sa forme. Et donc, justice et empathie, je pense que ce sont des valeurs essentielles desquelles découleraient les changements qui sont nécessaires pour arriver dans un monde d'après qui soit dans lequel il fasse un peu mieux vivre. Et puis surtout pour qu'il y ait un monde tout simplement, hein, parce que là, on est en plein effondrement. On le ressent plus ou moins en fonction d'où on est, mais très clairement, l'effondrement a déjà commencé. Donc, soit on se dirige vers quelque chose effectivement de plus juste, soit ça va être catastrophique. Alors, par rapport à Sea Shepherd, oui, clairement, en plus, pour moi, c'est un peu mon curseur parce que comme Sea Shepherd ne laisse pas indifférent, on a un mode d'action assez particulier. Ça me permet aussi de prendre un peu la température. Et avec le recul de 15 ans, je vois bien quand même qu'on est beaucoup plus, d'une part, beaucoup plus connu, beaucoup plus compris aussi parce qu'on s'exprime davantage dans les médias. Et je pense parce qu'il y a une dégradation aussi très rapide de la situation, les gens se rendent aussi davantage compte que signer des pétitions, ça va pas suffire. Et donc voilà, il y a un vrai, un vrai écho à nos actions et un engouement qui est réel. Voilà, donc ça c'est évident. Après, je pense que vu l'enjeu sur lequel on travaille, vu l'importance et vu le fait que la France, en plus, tient une place particulière parce qu'on est la deuxième nation qui a le plus grand espace maritime et on est les seuls à être présents sur tous les océans de la planète. En fait, ce que je me dis, c'est que normalement, la défense, la protection de l'océan, ça devrait être une grande cause nationale. Et donc, on n'en est pas là du tout. Oui, il y a une progression de prise de conscience. On a une base de sympathisants et de donateurs qui grandit d'année en année. Mais on est encore très, très loin, je pense, d'être à la hauteur de l'enjeu en termes d'action par rapport à la protection de l'océan d'une manière globale. Oui, laissez votre poisson dans la mer et mangez des légumes, c'est meilleur pour la santé. Il y a moins de mercure et de PCB.